Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Que sont-ils devenus? Cette semaine, c'est Patrick Tabaco qui a répondu à nos questions. Avec lui, nous allons revenir bien évidemment sur sa carrière de rugbyman et aussi sur ses nouvelles activités et notamment la création de la société KDM Sport. C'est parti. Première chose, donc toi tu étais rugbyman, tu es passé par Colomiers, par Auch, par Nice, ça c'était pour les tout débuts, les Jourdain bien évidemment, puisque tu as commencé, et puis Stade Français aussi, Pau aussi. Première chose, le rugby à les Jourdain. Comment tu es venu un petit peu au rugby? C'est quoi? C'est une affaire de famille? Alors non, pas du tout, au contraire. Mes parents donc, sont agriculteurs. La ferme est située sur le canton de l'Île-Jourdain. Et je suis issu d'une famille de 3 enfants dont les parents n'étaient pas du tout sportifs. Donc si j'ai commencé à jouer au rugby, c'est parce qu'un jour j'ai eu un prof de sport qui était entraîneur de l'équipe 1 à l'Île-Jourdain qui s'appelle Jean-Marie Lamaga. Et c'est lui qui m'a, lors d'une première session de sport, avait organisé un match de rugby pour recruter entre guillemets quelques joueurs pour l'école de rugby de l'Île-Jourdain. Donc j'ai commencé au rugby comme ça, un petit peu contre l'avis favorable de mes parents, parce que à la campagne il valait mieux que les enfants le mercredi et le week-end soient sur l'exploitation pour y travailler plutôt que d'aller s'amuser sur les terrains de sport. Donc j'ai commencé tard, j'ai commencé à 13 ans. Donc j'ai fait 3 ans à l'Île-Jourdain, 2 années minimes, dont une était surclassée en cadet. Ouais. Et la 3e année cadet. Ensuite je suis parti sur Auch pour suivre des études agricoles. Je voulais être paysagiste, donc j'ai suivi un BTA à Auch de 16 ans à 18 ans. Là j'ai joué en junior, une année cadette, une année junior à Auch. Ensuite, je suis parti pour un BTS sur Nice, ouais, de 92 à 94, donc de 18 à 20 ans. J'ai joué durant 2 ans à Nice. Oui. Mon BTS se déroulait sur Antibes, se passait sur Antibes. Et je jouais sur Nice, 2 années junior. Et ensuite, je suis revenu sur Colomiers où j'ai mon parrain, Henri Saccaro, qui travaillait à la mairie de Colomiers, très proche des services de Jean-Claude Scrella, qui était entraîneur de Colomiers. Et c'est comme ça qu'il m'a présenté à Jean-Claude, lui faisant savoir que je revenais sur la région, que j'avais certainement un potentiel intéressant à exploiter. Donc j'ai fait une année junior et l'année d'après, j'ai enquillé en équipe 1. Ouais. Justement, donc au départ, on peut dire priorité aux études avant le rugby, oui. On le voit. Ah oui, complètement, puisqu'à l'époque le rugby était considéré comme amateur, jusqu'avant les années 95. Et moi, n'étant pas issu d'une famille de rugbyman, on ne m'a jamais poussé à faire du rugby. Je l'ai fait par loisir, par plaisir, et jamais j'aurais cru qu'un jour j'en vivrais et que j'accepterais de m'entraîner 2 fois par jour pour jouer au rugby. Voilà, à 16 ans, 17 ans, j'avais plus envie d'être paysagiste que d'être rugbyman. Ouais. Alors justement, pour revenir sur la période columérine, je suppose pas mal de bons souvenirs. Oui. Donc tu as joué de 97 à 2000, avec notamment une finale pas de championnat européen, de l'autre, l'H Cup, oui. Et une finale aussi de championnat de France, l'année de ton départ contre Stade Français. Colomiers, quand même un petit club qui arrive à se hisser quasiment au top de l'Europe et du championnat de France. Oui. Comment vous viviez ça un petit peu de l'intérieur? Colomiers, c'était une équipe d'amateurs dans un monde qui commençait à se professionnaliser. Donc une ambiance qui me convenait tout à fait, avec un esprit très famille, et dans lequel je me suis complètement identifié, et avec des résultats conséquents, puisque en l'espace de 5 ans, à partir de 96 jusqu'à 2000, on a connu quand même les 3 finales, que ce soit la conférence européenne que l'on gagnera face à Agen, à Toulouse, et une finale de Coupe d'Europe donc en Irlande contre l'Ulster que l'on perdra, et une finale contre Paris en 2000 que l'on perdra également, une finale de championnat de France que l'on perdra. Donc en 4 ans, 3 finales, 3 compétitions différentes. Donc c'était le début du tremplin. Oui. Justement, après donc tu as enchaîné au Stade Français l'année suivante. Pourquoi le Stade Français particulièrement? Comment ça s'est fait un petit peu cette... Pourquoi le Stade Français? Parce que j'aimais le rugby, je me plaisais à jouer au rugby, mais j'aimais aussi tout ce qu'il y avait autour du rugby, et Paris me proposait une expérience extra rugby
que je souhaitais découvrir. Donc les strass et les paillettes me plaisaient beaucoup. Max Guazzini m'avait séduit au cours de ces différents messages que j'avais pu entendre soit sur Toulouse, soit sur Paris. Et puis il y a eu cette fameuse histoire avec Hélène Ségara où je voulais à tout prix rencontrer Hélène Ségara et Max m'a permis de la rencontrer sous forme de Paris. Si je la rencontrais, je signais à Paris. Bon, mais le choix, intérieurement, il était déjà fait. Donc c'était l'occasion pour moi de découvrir tout ce que pouvait m'offrir Paris en dehors du rugby, sachant qu'au niveau rugby, je ne me trompais pas, je savais qu'on aurait des résultats. Ouais, justement, on va en parler un petit peu de ces résultats. 2 titres de champion de France, une finale face à Toulouse et une finale face à Perpignan. Oui. Là aussi, tes premiers titres de champion de France, t'en gardes quoi comme souvenir? Alors les 4 années à Paris, puisque j'y suis resté de 2000 à 2004, les 2 premières années avec John Connolly, ça s'est pas super bien passé, bon, pas à titre personnel, mais à titre collectif. La première année, j'étais remplaçant, mais c'est souvent le cas quand on débarque dans une grosse équipe comme ça, il faut faire sa place. Mais manque de résultats, si ce n'est une finale de Coupe d'Europe que l'on perdra au Parc des Princes face à Leicester. Et l'année d'après, en 2002, c'est Nick Mallette qui prend les rênes de l'équipe. Malgré une Coupe du Monde qui affaiblit un peu les rangs du Stade français et qui renvoie le Stade français à la 8e place, on finit champion de France et enfin on se retrouve en finale contre Toulouse et on gagne ce titre. Donc deux titres consécutifs. L'année d'après c'est contre Perpignan, mais toujours avec Nick Mallette, donc un personnage qui a une grande valeur à mes yeux, quelqu'un de très charismatique. J'aimais énormément sa façon de travailler et il m'a appris énormément. Ouais. Donc après il y a le départ à Pau, puis Castres et puis aussi l'arrêt de carrière et le retour maintenant à l'Île Jourdain en Fédéral 2, justement où vous êtes, alors que je dise pas de bêtises, vous êtes 4e de Fédéral 2 et vous jouez le dernier match là, de la saison contre Gimont, je crois même que c'est là-bas. À Gimont. Voilà, c'est eux qui sont devant vous. Le retour au niveau amateur, comment toi tu le vis Alors concrètement, c'était pas un souhait de ma part. Lorsque j'étais au plus haut niveau, je me suis toujours dit que le jour où je n'aurais plus le niveau d'évoluer à ce niveau-là, j'arrêterais ma carrière tout simplement pour ne pas prendre de risques. Le souci c'était de tomber sur des joueurs qui veulent se mesurer et qui cherchent à tout prix à me casser. Ouais. Donc je comptais vraiment arrêter après ma carrière de pro. Sauf que ma carrière pro s'est achevée un petit peu en queue de poisson et malgré moi finalement, puisque c'est une blessure qui m'a poussé hors des terrains. Et donc l'objectif c'était de rebondir comme joker médical. Ce jour-là, donc c'était en juillet 2008, j'ai pris l'initiative de rencontrer le président de l'île Jourdain, de lui demander si je pouvais m'entraîner simplement avec l'équipe pour retrouver un niveau, pour avoir un groupe et des horaires fixes. Et lui il a été séduit bien sûr, il m'a dit c'est pas compliqué, tu prends une licence à l'île Jourdain, tu gardes ta liberté, si à un moment donné tu veux rebondir ailleurs, tu en auras la possibilité et nous tant que tu es là on profitera de ton expérience. Sauf qu'au bout de 3 mois je me suis vite rendu compte qu'à 34 ans il valait mieux travailler sur la reconversion que espérer faire 6 mois de plus à droite ou à gauche, vu que je commençais déjà à être un petit peu usé, des douleurs au dos un peu partout, les séquelles d'une carrière de 10 ans. Et donc j'ai pris la décision de rester sur place sur l'île Jourdain parce que j'ai découvert une ambiance qui me séduisait, qui me convenait tout à fait. Un niveau finalement qui se rapprochait du niveau que j'atteins maintenant, puisque avec 2 entraînements par semaine, je n'ai plus le rythme et je n'ai plus l'âge que j'avais il y a 10 ans. Ouais. Donc le niveau me convient tout à fait. Ça me permet de m'entretenir, ça me permet de m'intégrer dans le tissu socio-économique de la ville rapidement. Et j'en tire beaucoup de profit et j'espère qu'eux aussi. Ouais. Alors justement, on va parler maintenant de l'après-rugby, puisqu'il y a un après-rugby. Alors, on a quelques exemples devant nous là. Tu as monté une société qui s'appelle KDM Sport. Alors ça date pas de ton après-rugby, tu l'avais déjà monté quand tu étais encore joueur, c'était en 2002. Explique-nous un petit peu en quoi consiste KDM Sport, qu'est-ce que fait cette société? Alors KDM Sport est né en 2002 sur une idée qui m'est venue de développer une activité vraiment spécialisée sur l'encadrement de maillots. Plus largement sur la mise en valeur d'objets sportifs, puisqu'on peut encadrer des crampons, on peut encadrer des ballons, on peut encadrer des clubs de golf, on peut tout mettre en valeur. Tous les objets sportifs que l'on a utilisés à un moment donné, qui ont une certaine valeur sentimentale, on peut les afficher au mur sous différents supports.
Donc l'idée m'est venue le jour où je suis rentré de ma première tournée avec le 15 de France en 2001. J'avais 3 maillots qui me tenaient à cœur. Et un ami qui est menuisier sur Colomiers, vice-président du club de Colomiers, Alain Dutu, m'a proposé de me les mettre sous verre. J'ai trouvé ça très sympa de sa part, et quand j'ai vu le résultat, j'ai cherché à voir sur internet ou dans le commerce si je trouvais un produit similaire, s'il m'était possible de le faire sans avoir cette connaissance-là. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien, personne de spécialisé. Donc sauf des encadreurs au sens large qui pouvaient avoir à un moment donné une gamme un peu spécifique, puisque comme on encadre de la matière, il faut une épaisseur, il faut un fond de cadre suffisamment important pour accueillir toute cette matière. Donc j'ai pris l'initiative de monter cette société-là. D'autre part, ça me permettait aussi d'avoir une activité manuelle, parce que je suis quelqu'un de très manuel, très bricoleur, dans mon appartement parisien. Donc les premiers maillots, je les ai encadrés dans mon appartement parisien. J'avais aménagé au salon, il y avait une table d'encadrement, j'avais toutes mes machines dans le salon, ce qui me permettait donc d'avoir cette activité qui me manquait un petit peu à Paris, puisque à part le rugby et quelques activités culturelles, je ne faisais pas grand-chose. Ouais. Voilà. Alors là c'était pour la partie KDM Sport. Alors justement, donc on a parlé de ces maillots, mais il y a aussi un produit qui est relativement récent. Voilà. On en a juste vraiment devant toi, voilà, on les montrera tout à l'heure, voilà, à l'image. Alors explique-nous, là c'est vraiment le kit du supporter, vraiment du supporter de lambda, voilà. Et en plus pas très cher. Non, pas très cher. Alors le but c'était de mettre entre les mains des supporters tout ce dont ils ont besoin pour faire signer leurs joueurs, puisque je me suis rendu compte au cours de ma carrière que les enfants, les supporters venaient nous faire signer un petit peu tout ce qu'ils trouvaient sous la main. Donc c'était un paquet de cigarettes déchirées, ils n'avaient pas le stylo, ils n'avaient certainement pas le cadre pour le mettre en valeur. Cette signature, une fois mise dans la poche, elle finissait à la machine à laver ou à la poubelle, je ne sais pas trop. Donc l'idée c'était de leur permettre de valoriser ce moment un petit peu prestigieux passé en compagnie de leurs sportifs préférés, au travers d'un support, donc le Dédicadre. Le Dédicadre, c'est un kit dans lequel il y a donc le support à dédicacer qui n'est autre que le maillot du club imprimé sur un support rigide, agréable à signer, confortable à signer. Il y a un petit cadre qui permet donc de le mettre en valeur, et le feutre bien sûr adapté au support que l'on va signer. Si on a un support clair, on a un feutre noir. Si on a un support sombre, on a un feutre argent. Voilà. Ça c'était pour la présentation du produit. Du coup, si on souhaite s'en procurer, comment on peut faire? Alors ce produit-là sera disponible normalement la saison prochaine, saison 2010-2011, dans la plupart des boutiques de Top 14 et de Pro D2. Seules les boutiques seront à même pour l'instant de le commercialiser, puisque moi je ne suis que prestataire de service. Je leur fournis un kit et je n'ai pas les licences ni les droits d'image pour l'exploiter à titre personnel. Donc il sera commercialisé au travers des boutiques de chaque club. Et après, le marché est relativement intéressant, puisqu'il s'adresse à tous les sports qui ont un maillot. Donc j'attaque par le rugby, mais après il y aura le foot, le basket, le hand, le volley. Et c'est un produit qui est intéressant à la fois pour les boutiques et les supporters, mais aussi pour les cadeaux partenaires, puisque lorsque vous faites la présentation des joueurs, si vous offrez ça aux partenaires, c'est un cadeau qui sera finalement personnalisable, sachant que les joueurs étant là, le partenaire qui a reçu ce cadeau-là aura la possibilité de le faire signer par son joueur préféré ou ses joueurs, puisque vous voyez, il y a différentes tailles. Il y a la mono dédicace, une dizaine de signatures et l'équipe complète si on parle de rugby. Donc c'est un cadeau qui peut intéresser aussi les directeurs marketing pour les cadeaux partenaires. Ouais. Alors autre chose pour reparler de ce que tu fais actuellement, tu nous as dit un petit mot tout à l'heure, tu as aussi repris l'exploitation agricole de tes parents. Alors là aussi, quand on a été joueur de rugby pro, le retour un petit peu aux sources, à la ferme, comment toi tu vois ça Alors pour ironiser, je dis souvent que je gagne beaucoup moins bien ma vie, mais je vis beaucoup mieux. Parce que cette vie correspond à ce que j'ai toujours souhaité, une vie au grand air, avec un rythme que je m'impose, au travers de la nature, des animaux et des jardins. Donc j'ai cette âme d'agriculteur, de paysagiste. Donc l'exploitation me permet à la fois de combler ce manque de nature au travers de l'agriculture, et ce manque de création au niveau des jardins potagers que je mets en location. On se retrouve dans un an, qu'est-ce qu'on te souhaite? Dans un an, aujourd'hui j'ai des difficultés donc à
à mettre en place l'industrialisation de ce produit-là. Donc pourvu que ça se passe bien et que dès la rentrée, le produit se trouve en bonne place dans toutes les boutiques de Top 14 et de Pro D2 dans un premier temps. Bon, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'était donc Que sont-ils devenus consacré à Patrick Tabacco. On se retrouve dès vendredi prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.